Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on fait une nouvelle émission qui s'appelle Parole aux étudiants. Donc, c'est la première émission aujourd'hui qui est possible grâce en fait au service d'aide aux étudiants et à l'association étudiante. Donc, on va dérouler cette émission sous des thématiques qui seront faites chaque semaine. Donc, cette semaine, ce sera la thématique internationale qui va être abordée. Donc, on reçoit aujourd'hui trois étudiants, donc Gauthier, Simon et Billy, donc, qui vont pouvoir nous partager un peu leurs ressentis et leurs différentes expériences qu'ils ont vécues au fil des derniers mois par rapport à la pandémie et à la situation qu'on a tous traversée. Et on reçoit également Romy Schlegel du service d'aide aux étudiants et Amélie Aymar du Brécy. Donc, ils sont là pour un petit peu intervenir et puis nous supporter un petit peu par l'intermédiaire de leurs services respectifs. Donc, je vais vous laisser vous présenter un à un. Donc, on peut commencer par Billy, par exemple. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous donner un petit aperçu de la situation actuelle dans laquelle tu es? Ouais, ben moi c'est ça, j'étais censé être en session d'échange en Allemagne cet été, mais finalement avec la situation qu'on connaît tous, l'échange a été annulé. Ensuite de ça, moi j'ai réappliqué pour la session d'après qui se trouve à être environ à l'automne, qui encore une fois a été annulée par précaution pour pas qu'on aille à préparer des trucs puis ça soit encore annulé. Puis là, j'ai repoussé le tout à la prochaine session qui se trouve à être session hiver-été là-bas en Allemagne. Ok. Puis, donc, tu es en génie mécanique, hein, c'est ça? Oui, oui, j'ai oublié de mentionner, j'étais en génie mécanique en dernière année à l'ETS. Ok. Donc, on y va, Gauthier ou Simon. Et que... Vas-y, Simon. Ouais, ben, moi, je suis Simon Noiseux, je finis ma troisième année en génie mécanique. Et puis, dans un mois, j'étais supposé de partir pour la France, le nord de la France, pour l'école Sudage et des applications, l'ESA. Et puis, ça a été annulé pour moi aussi le 26 mai, un petit peu après qu'ils ont annoncé que les sessions d'automne seraient annulées aussi à l'ETS en tant qu'il y ait moins de présentiel. Et puis, présentement, j'ai réussi à repousser le programme pour le faire en septembre l'année prochaine, qui apporte certains autres problèmes qu'on peut parler plus tard. Ok. Puis, toi, tu es également étudiant en génie mécanique en troisième Ex- année. Exactement. Ok, merci. On va finir avec Gauthier. On va poursuivre avec Gauthier. Oui, moi c'est Gauthier Stribel. Je suis aussi étudiant en génie mécanique. J'arrive dans ma quatrième année, donc au dernier virage, même si le virage a pris une tournure un peu bizarre, hein, dans ma dernière année de génie mécanique. Puis ouais, si vous voulez, on peut parler pas mal, je pense, du du micmac administratif qui est donc tout ce qui est renouvellement de permis d'études, permis de travail, surtout en ce moment, et puis surtout de l'importance de le faire en avance, étant donné la tournure qu'ont pris les événements ces derniers temps. Merci. Donc, on va poursuivre avec Romy. Allô tout le monde. Donc, je ne suis pas étudiante en génie mécanique, mais conseillère aux étudiants internationaux, donc au service aux étudiants. On est deux conseillères. Et nous, grosso modo, notre rôle, c'est d'accompagner les étudiants internationaux, donc de l'admission jusqu'à la diplomation. Donc, tant pour l'accueil, l'intégration, mais beaucoup, beaucoup aussi pour justement le soutien en lien avec l'immigration. Donc, ce que Gauthier vient de parler, là, les renouvellements, les contraintes en lien avec le statut légal, les assurances, etc. On va avoir plein de choses à dire sur les étudiants internationaux aujourd'hui. Oui. Et on va continuer avec Amélie.
Oui, bonjour Amélie. Donc moi, je travaille au Brécy plutôt pour tout ce qui est mobilité sortante des étudiants. Mobilité sortante, ça peut être tout type de séjour, ça peut être des séjours de recherche, de stage, des séjours d'études. On aide aussi les clubs étudiants à partir, notamment dans des compétitions à l'étranger et tout ce qui est axé sur la mission technologique. Donc il y a quand même plusieurs choses que ça englobe. Notre équipe, faisons le suivi plutôt en pré-départ pour les étudiants qui veulent partir à l'étranger, mais on fait aussi le suivi lors des échanges. On pourra en parler davantage parce que là, avec le COVID, ça a amené du rapatriement, beaucoup de questionnements au niveau des étudiants et on fait tout ce qui est le soutien par rapport aux étudiants qui vont partir à l'étranger qui comme Billy et Simon, leurs échanges ont été reportés, donc on essaie de soutenir les étudiants à ce niveau-là. Donc on pourra en parler davantage. Merci beaucoup. Donc, on va commencer avec une première question donc pour nos étudiants. Dans quelle situation est-ce que vous étiez quand le confinement a démarré? Est-ce que, quels enjeux vous aviez à ce moment-là, puis qu'est-ce que ça a impacté par rapport au confinement? Je vais y aller. Pour moi, j'ai ma famille est au Labrador, ma femme. Donc, quand le confinement a commencé, bon, je pensais que c'était pour être plus 2 semaines, 3 semaines. C'est un petit peu plus que ça maintenant. Fait que je suis parti tout de suite la journée qu'ils ont annoncé la fermeture de l'école. Et puis, j'ai fait tous mes cours à distance depuis ce temps-là au Labrador ici. Donc, les cours on parle de présentiel un petit peu pour l'automne, ça voudrait aussi dire un déménagement dans le fond pour moi, revenir à Montréal aussi. Mais ça va quand même bien, sérieux. On a eu des cours, tout ce qui a été fait en ligne, ça a super bien passé. Présentement, le TH, je pense, ont vraiment, surtout dans le début, ont vraiment quand même, de mon côté, établi des règlements et ont déjà, tout en changeant leur roue pendant que l'auto roule. Fait que ça a été vraiment bien de ma part. Ouais, c'est ça. Je rebondirai un peu sur ce que Simon a dit en disant que c'est vrai que moi, pour mon cas en tout cas, lorsque l'école a annoncé qu'elle était fermée, j'allais déjà en fait plus en cours parce que je me sentais pas très confortable étant donné la situation pour aller en cours. Et donc surtout, je voyais ce qui se passait en France qui a commencé un peu plus tôt, puis je me suis dit oula, c'est bien parti. Et puis c'est vrai que le TS a su vraiment sous comment dire, jouer un peu avec l'inertie quand même parce que c'est une grosse organisation. Mais c'est vrai que ils ont su réagir de manière rapide. Euh, Moi, je pense que si je pourrais soulever un point à ce sujet, j'ai entendu dire, par exemple, dans plusieurs classes que certains des doubles seuils n'ont pas été retirés. Et c'est vrai que dans certaines classes, ça a été retiré. Je pense qu'il faudrait peut-être pour les prochaines sessions, notamment la session hybride, chercher à homogénéiser les règles au sein des cours pour éviter justement une certaine confusion entre quel cours a quel double seuil ou pas quel double seuil. Et c'est vrai que c'est un sujet, moi, je pense, qui est quand même très intéressant et très compliqué à gérer avec les professeurs, surtout pour accommoder tous les professeurs ainsi que leur méthodologie. Mais c'est important aussi pour les élèves de pas justement tomber dans des situations où les élèves pourraient devenir peut-être plus anxieux à attendre les mails d'un ou tel professeur, parfois même à 23 heures ou tard. Nous, on laisse nos notifications et puis c'est vrai que ça peut amener à des situations où on se sent un peu débordé dans certains cours. Lily? Ouais, ben, moi, c'est sûr que moi, c'est un peu différent comme situation parce que j'étais en stage, puis euh, quand ils ont décidé justement de fermer l'école, puis annuler les sessions à l'étranger, moi, j'étais à 2 semaines de partir environ. Donc, moi, j'avais poursuivi un peu mes stages
avant de partir parce que les sessions en Allemagne sont décalées de quelques mois. Donc, moi, c'est ça, j'ai pu poursuivre mon stage, puis que ça n'a pas apporté trop de désagréments parce que j'étais déjà dans mon environnement de travail, puis j'ai juste poursuivi mon stage, mais c'est certain que moi, ça m'a fait perdre fait perdre un peu une session finalement là, au bout du compte. Et puis pour éclairer un peu au niveau de ta situation, c'est que tu étais en stage en fait à l'automne. Ouais, Tu as exact. continué à travailler pour cet employeur-là, mais ça, tu as eu aussi une problématique sur le fait de faire valider cette période-là comme stage. Ouais, exactement. Ben, c'est certain parce que moi, je prévoyais faire environ peut-être une dizaine de semaines gros maximum. Donc, je savais que ça pouvait pas être validé comme stage. Mais finalement, j'ai prolongé pour euh, proche de 16 semaines. Mais ce stage-là peut pas être validé parce que j'avais pas été validé Avant. avant de faire le stage. Et ça, c'était en conséquence du fait que tu ne pouvais plus partir en échange. En fait, tu as pu étirer cette. Exactement. Donc, c'est ça. Tu as quand même une session qui a été impactée au niveau de l'échange, puis au niveau de si tu avais pu faire valider ton stage aussi. Ouais, évidemment, c'est sûr que moi, si j'avais pu faire valider mon stage, ça aurait peut-être été un peu sauver les meubles, là, mais bon, pour l'instant, c'est ça la situation. Ok. Et financièrement aussi, j'imagine, tu avais déjà acheté les billets d'avion, Oui, les... mais ça, vraiment, le Brésil, en fait, c'est une job vraiment parfaite, là. Déjà, ils avaient déjà fait des versements de bourses. Ils ont laissé les bourses quand même pour justement pallier à ces coûts-là que moi, j'ai pas pu me faire rembourser encore, mais ça rembourse un peu ces frais-là que j'avais déjà déboursés. Puis, Amélie, par exemple, est-ce que toi, tu as eu des cas un peu particuliers, un peu similaires, là, où les étudiants se sont retrouvés un peu dans des entre-deux ou des situations un peu délicates à gérer derrière? À vrai dire, il y en a quand même plusieurs parce que tout dépendant des départements, là, vous êtes 3 étudiants en mécanique. La mécanique, c'est un des départements, c'est le plus particulier en termes de disponibilité pour pouvoir partir à l'étranger. C'est beaucoup plus fin que d'autres départements. Il y en a qui ont plus de flexibilité, plus de latitude. Donc, pour des gens, tout dépendant des départements, ça peut impacter leur prochaine session. Pour Billy, c'est un cas particulier aussi. Puis ils étaient 5 à partir à la même université que Billy et leur cursus, en fait, débute en novembre et non en septembre. Donc, ça veut dire que ça chevauche 2 semestres de l'ETS. Donc, pour certaines personnes, ça fait en sorte qu'ils doivent reporter un semestre au complet et c'est savoir qu'est-ce qu'on fait pendant ce semestre-là. Est-ce qu'on continue à faire des cours à l'ETS s'il nous en reste? Est-ce qu'on fait un stage? Est-ce qu'on fait un sabbatique? Il y a des règles aussi qui entrent en compte qui fait que ça peut être plus complexe selon les personnes. Et puis Simon, c'est aussi un bon exemple parce que Simon est dans le seul programme le double diplôme sortant qu'on a avec un établissement partenaire. Et lui, ça fait en sorte que l'année au complet est impactée parce que le double diplôme fait que c'est une année à l'ESA et une année à l'ETS. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, je ne sais pas en termes de cursus scolaire où tu en es rendu, Simon, mais c'est sûr que ça impacte pour des gens qui ont déjà commencé à entamer des cours à l'ETS ou qui ont terminé les cours à l'ETS et qui maintenant doivent partir un an plus tard. Donc, qu'est-ce qu'ils font pendant cette année-là? Peut-être, Simon, tu peux rebondir là-dessus. Oui, exactement. Dans le fond, je finis présent dans quelques semaines, dans 4 semaines, on finit la session. Et c'est là que je commence mes cours de concentration. Mais mes cours de concentration, pour moi, étaient supposés tout être faits en France, ainsi que mon stage 3, en partenaire avec l'école. Fait que pour moi, je suis vraiment dans un standstill, que j'ai pas rien à faire. Les seules choses qu'il faudrait que je fasse, si je veux pas attendre un an, et perdre un an, techniquement, on parle de salaire, d'expertise et tout,
ben, il faudrait que je prenne des cours de concentration à l'ETS. Mais des cours de concentration, tu sais, j'ai déjà mon idée sur l'école de soudage. J'étais soudeur auparavant. Donc, pour moi, c'est un domaine super intéressant. Ça fait déjà 2 ans, environ 3 ans que je m'enligne vers l'ESSA avec Audrey qui était là auparavant ou avec le Brécy. Et puis, donc, est-ce que je veux aller retourner faire des cours de concentration à l'école, à l'ETS, dans des choses qui m'intéressent un petit peu moins? Je ne sais pas qu'elles ne sont pas intéressantes, c'est juste que pour moi, j'ai déjà mon idée. Fait que c'était vraiment de jouer avec qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qu'on veut faire comme famille aussi. Je veux pas ça l'impact ma famille. Si je peux ajouter pour les autres étudiants qui ont des situations un peu moins particulières où le cursus scolaire est vraiment le même que l'ETS, je veux dire, dans les semestres et tout ça, ça impacte un peu, mais ça impacte peut-être moins parce que ils ont eu plusieurs options, soit de reporter donc à l'hiver à partir de janvier, soit de reporter à l'été ou l'automne prochain, ou s'ils souhaitaient tout simplement abandonner le projet. Donc, on a pu ouvrir ces options-là auprès des étudiants. Aujourd'hui, on en a quand même plusieurs qui ont choisi de reporter, peu qui ont choisi d'abandonner. On espère que ça va pouvoir, la situation va pouvoir fonctionner dans le sens qu'on puisse envoyer les étudiants à l'étranger à partir de janvier. Donc, on croise les doigts pour ça. Donc, je finis avec une question, toujours pour Simon, puis Billy, spécifiquement un peu plus pour partager avec les étudiants. C'est quoi les attentes que vous aviez par rapport au fait de partir en échange universitaire et puis c'est quel niveau de préoccupation ça représente pour vous, du coup, cette situation-là dans laquelle vous êtes? Je peux débuter. Moi, c'est sûr, de mon côté, l'échange, c'était. Je m'intéresse plus de ces temps-ci aux énergies renouvelables. Puis, l'Allemagne est reconnue mondialement pour ses énergies renouvelables. Donc, moi, c'était un peu aller chercher un savoir, une expertise qu'ils ont là-bas en allant à l'université, puis en prenant des cours axés vers les énergies renouvelables pour un peu agrémenter mon bagage scolaire. Puis certain aussi, je voulais un peu aller découvrir, m'ouvrir sur le monde, découvrir d'autres cultures, d'autres pays, voir comment ça fonctionne ailleurs dans le monde. C'est sûr, l'Europe, c'est complètement différent d'ici, là. Fait que c'est sûr, moi, c'était quelque chose de vraiment aller chercher une expertise qu'on n'a pas ici qui m'intéressait beaucoup. Et puis ce serait quoi ton niveau ton niveau de préoccupation actuel par rapport à tout ce qui se passe? Comment Ben, tu... c'est sûr, par rapport à tout ce qui se passe, je suis les nouvelles régulièrement. Je regarde un peu ce qui se passe partout dans le monde en espérant avoir des bonnes nouvelles, des déconfinements qui fonctionnent sans reconfinement par après. Parce que c'est encore sur la glace, là, j'ai l'opportunité d'y aller, mais c'est encore très incertain. Là. Faut justement que je prévoie mes sessions. Je peux juste prendre 3 cours parce que moi, j'arrive justement à un bout un peu comme Simon, j'ai juste mes cours de concentration à faire. Donc, je peux juste faire 3 cours ici pour pouvoir être à temps plein en Allemagne. Donc là, c'est un peu, c'est essayer de jouer avec ça qui est difficile, sans savoir même si je vais avoir l'opportunité d'y aller en Allemagne. Tu sais. On va croiser les doigts pour que les gens restent sages pour éviter Ouais, des- ouais, exact. On espère, on espère. J'aurais une question, s'il vous plaît. Ben oui. Elle s'adresse plutôt à Amélie dans le cadre justement des échanges internationaux. Moi, je sais que, enfin, c'est à Amélie et à Romy d'ailleurs. Nous, les étudiants français ou même étrangers d'ailleurs, on doit rester à plein temps. Là, Billy, il a annoncé sa stratégie vis-à-vis et ses préoccupations vis-à-vis des prochains jours, qui consiste à prendre 3 cours. Je sais qu'en fin de baccalauréat, surtout vis-à-vis des cours de concentration,
ils sont tous presque à 3 crédits, donc c'est difficile d'être à 12 crédits. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises ou qui vont être prises pour que justement les étudiants étrangers puissent faire leurs échanges à l'étranger sans pour autant multiplier les cours pour rester à plat temps? Ça va plutôt être Romy qui va pouvoir répondre par rapport à... C'est une question d'immigration, en fait, qui entre en jeu. Romy, je te laisse... En fait, non. Théoriquement, justement, en tant qu'étudiant international, tu es tenu de rester à temps plein durant toutes les sessions régulières. Donc, au bac, c'est-à-dire qu'à la session d'été, tu pourrais être à temps partiel ou ne pas étudier. Mais durant les autres sessions, si tu tombes à temps partiel, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu justifies éventuellement à l'immigration si tu as à renouveler ou si tu demandes un permis de travail. Là, ils ont quand même mis en place des nouvelles mesures où ils disent qu'ils ont une certaine flexibilité en lien avec la COVID, si un étudiant est plus capable de justement d'être à temps plein, etc. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait que tu documentes. Donc, c'est pas irréalisable, mais c'est quelque chose que tu dois planifier à l'avance puis avoir des documents officiels aussi à l'interne de l'ETS qui pourraient expliquer pourquoi à telle session tu as été à temps partiel. Merci. Ça peut être une question aussi pour toi, Gauthier. Pourquoi tu as choisi de venir faire tes études en fait à Montréal? Qu'est-ce qui t'a amené c'est quoi qui t'a poussé à venir ici? J'avais le choix entre rester à Bordeaux, donc où j'habitais avant depuis 9 ans, et partir à l'école des arts et métiers en France, ou bien aller à Montréal à l'ETS. Et en fait, j'ai appris qu'un ami, le fils, pardon, d'un ami de ma mère, un peu long et compliqué, mais enfin une de mes connaissances était partie à l'ETS en génie civil, donc j'ai appliqué, j'ai vu que j'étais admis quand j'étais en Allemagne en stage. Et en fait, comme les 4 mois de stage en Allemagne m'avaient vraiment plu, d'un point de vue culturel, et puis surtout le fait d'apprendre une nouvelle culture, je trouvais ça stimulant, plutôt que de faire que des cours où j'ai un peu du mal parfois à me concentrer. Bah, j'ai décidé un peu de franchir le pas et donc de partir à Montréal, même si j'étais jamais allé sur le continent américain à l'époque. Tout simplement. Moi, je te Tu relance la regretter ton balle, choix, Polo. Gauthier? Oh, pardon. Je te relance la balle, Polo. Toi, vous êtes les deux français. Qu'est-ce qui t'a apporté à venir ici? Oh, moi, c'est une longue histoire, là. Moi, j'ai toujours aimé voyager, mais c'est le travail qui m'a amené ici. Donc, j'ai travaillé pendant 4 ans. Puis, j'ai décidé de reprendre mes études. Donc, du coup, comme je me retrouvais à Montréal, l'ETS s'est avéré un bon choix vu qu'il y avait une belle approche technico-pratique. Donc, c'était ma destinée, on va dire. Donc, voilà pourquoi je suis à l'ETS. Et donc, on va conclure avec Simon sur la même question, un petit peu tes attentes par rapport à l'échange universitaire et puis ton niveau de préoccupation actuel. Ben moi, c'était vraiment pour. Je partais là-bas surtout pour l'expertise, parce qu'au début, comme Billy, j'avais mon idée pour l'Allemagne. Ça, c'est vraiment comme dans ma première idée. J'ai même pris des cours à l'UQAM en allemand pour pouvoir faire des cours juste en allemand là-bas. Par contre, quand le Brécy a présenté, dans le fond, sur l'ESA, la soudure, je ne savais pas que c'était quelque chose qui existait. Parce que de ce que je connais des ingénieurs en soudure, c'est du monde qui sont rentrés, mettons, en génie civil ou en génie mécanique. Et puis, avec l'expertise, au fil des ans, ils ont gagné un peu plus d'expertise dans la soudure, mais c'est pas... maintenant que je connais un peu le domaine, il y a environ peut-être 3-4 écoles dans le monde qui se spécialisent vraiment juste en soudure. Il y en a vraiment pas beaucoup, peut-être un petit peu plus, mais c'est peut-être un par pays. Là. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que ça, c'est sûr que ça m'intéressait. Et puis, il ne faut pas se le cacher, l'ESA à Thionville, c'est à 20 minutes de la Belgique, 20 minutes de l'Allemagne, puis 20 minutes du Luxembourg. Fait que, on a de la bière allemande, les pâtisseries françaises, le chocolat belge. Fait que, sans le stéréotype, là, mais ça, c'est intéressant aussi. Vous avez tous un point commun avec l'Allemagne. Je me suis dit, il y a quelque chose là-bas qui vous attire. Certainement. Mais
ce qui me tracasse un petit peu présentement, et je ne sais pas si c'est le cas pour Billy aussi, mais l'ESA va commencer leur session quand même en septembre. Mais nous, parce que l'ETS et puis le gouvernement, comme c'est encore pas ouvert pour les frontières, on ne peut pas y aller. C'est dommage parce qu'ils ils vont commencer quand même dans un mois, pour le 1er septembre, mais je ne peux pas y aller. C'est un peu... c'est plate, c'est vraiment... C'est un peu... Pas stressant, mais ça fait de quoi quand même au cœur, là. C'est frustrant, quoi. Ouais. Est-ce que c'est la même chose pour toi, Billy? J'imagine que l'école commence pareil là-bas? Ou... Je sais pas, j'ai pas eu des nouvelles concernant leur début de session. Les dernières infos que j'avais eues n'étaient pas encore certains, mais là, peut-être que ça a changé avec le temps. Là, j'ai pas pris des nouvelles récemment. Parce que, justement, comme c'était déjà annulé, on dirait que je voulais pas me tourner le fer dans la plaie, là. Bonne idée. Et au niveau du Brésil, justement, quelles informations vous avez par rapport aux mesures gouvernementales qui ont été prises pour qui interdisaient les échanges universitaires, justement? En fait, la décision elle devait être faite par chacune des universités par rapport à leur politique au niveau de l'échange pour l'automne. Nous, on s'est basé vraiment sur les recommandations gouvernementales, à savoir si comment on pourrait dire, il y a des niveaux en fait d'urgence ou de, comment on pourrait dire, des niveaux pour dire est-ce que le voyage devrait être permis ou pas sur toutes les zones mondiales. Et donc, avec avec chacun des échanges qui étaient prévus, on a fait une analyse à savoir ce que le gouvernement disait. Est-ce que c'est vert et on peut y aller? Est-ce que c'est jaune? Il faut prendre des précautions dans certaines régions. Après, ça devient... s'il y a un voyage non essentiel, on ne recommande pas de le faire et sinon, c'est ne pas faire à tout prix. Et donc, nous, les deux derniers, donc si c'est non essentiel, il ne faut pas le faire et ne pas faire du tout, étaient les deux points où l'ETS a statué et le gouvernement recommande de ne pas voyager. Et donc, l'ETS s'est dit, si le gouvernement nous recommande de ne pas voyager, il n'y aura pas de voyage. Et il fallait qu'on fasse un choix assez rapidement. On aurait sincèrement préféré attendre jusqu'à la dernière minute pour pouvoir prendre ce type de décision. Mais en considérant toutes les destinations, il y a certaines destinations où il y a des papiers de visa à faire. Il fallait qu'on donne des réponses au niveau des partenaires. Ils demandaient des réponses, notamment début juillet, pour savoir ce que les étudiants faisaient. Donc, pour pouvoir se statuer, on devait prendre une décision en amont, même si la session n'était pas encore débutée en septembre, et même si en septembre, peut-être que le gouvernement du Canada va lever les recommandations et peut-être que ça va changer. Donc, ça a été une décision très difficile pour le Brésil et pour l'ETS, mais c'était vraiment dans l'optique où on se disait il faut qu'on puisse prendre une décision sécuritaire pour tout le monde et avec les recommandations du Canada, sachant que si un étudiant vient au Canada, il doit faire une quarantaine. Nous, on est parti dans l'optique où on part sur les mêmes règles et les recommandations du gouvernement. Ceci étant dit, on aurait vraiment préféré qu'on puisse laisser les étudiants partir si les choses étaient levées au fur et à mesure, mais on devait prendre une décision pour le semestre de l'automne au complet, ce qui explique que Billy, même si son échange est en novembre, on a dû faire la demande d'annulation ou de report des sessions en Allemagne parce que c'est dans le semestre de septembre à décembre. Et donc, aucun départ pouvait être fait de septembre à décembre. Il y a aussi la notion d'assurance qui nous a beaucoup trotté dans la tête parce qu'on se posait la question à savoir, est-ce qu'on peut attendre jusqu'au dernier moment pour ceux qui n'ont pas besoin de faire de visa, qui peuvent partir? Mais au jour d'aujourd'hui, je ne connais aucune assurance au Canada qui veulent assurer les étudiants qui partent à l'étranger.
On a un comité avec plusieurs universités canadiennes qu'on rencontre à chaque 2-3 semaines et on avait une rencontre hier et au jour d'hier, les assurances partenaires des universités ne voulaient pas encore assurer les étudiants pour partir à l'automne. Donc ça, c'est une grosse problématique parce qu'on demande aux étudiants d'être assurés pour pouvoir partir. C'est beaucoup d'éléments, mais il fallait qu'on prenne en compte quand même plusieurs choses pour pouvoir prendre ce type de décision, malgré que ça nous fait mal au cœur de se dire que ça va peut-être faire en sorte que certains étudiants pourront pas faire leur échange universitaire. Si je peux continuer là-dessus, Amélie, Oui. Il y a des étudiants qui sont soit, mettons, français ou allemands qui étudient à l'ETS. Puis, est-ce que, si je comprends bien, ils ne pouvaient quand même pas repartir à faire un échange d'études à l'étranger? Est-ce que ça a raison avec des assurances? Est-ce que ça a raison avec juste une décision? Pour les étudiants qui ont une nationalité, disons, qui sont ressortissants du pays d'accueil où ils allaient aller, ce qui était très, très peu, hein, au final, si je me souviens bien, il y avait seulement 2 étudiants qui étaient ressortissants, dont un qui avait jamais vraiment habité dans le pays, mais qui avait la nationalité. Pour eux, la question de l'assurance, n'était pas une question. Donc, on s'est aussi posé la question par rapport à eux, mais reste qu'on est parti sur les recommandations du gouvernement. Et donc, si un étudiant est ressortissant d'un pays, mais qu'il est au Canada depuis 1, 2, voire 3 ans, même s'ils ont une famille ou même s'ils ont un endroit où loger là-bas, on était quand même sur les recommandations du gouvernement puisque les étudiants étaient ici. Donc, c'est vraiment cette notion qui a joué au final pour ces étudiants-là. Si je peux me permettre, pour les étudiants rentrants, donc ceux qui devaient venir faire un échange cet automne, donc la règle est la même. Donc, l'ETS, pour tous les nouveaux étudiants internationaux de l'automne, ça va être une session 100% à distance. Et donc, ceux qui devaient venir faire un échange de courte durée, donc une seule session, bien, ils ont eu le choix soit de la faire à distance, qui enlève quand même un peu de charme à l'expérience d'échange, ou de la reporter à l'hiver. Donc, c'est ça. Donc, on n'accueillera pas physiquement aucun étudiant international parce que, notamment, bon, Amélie en a parlé, mais il y a la quarantaine obligatoire, il y a des restrictions de voyage. La plupart des étudiants, même s'ils ont un permis d'études validé, ne se qualifient pas aux restrictions de voyage. Puis on juge simplement que ce n'est pas les conditions idéales pour accueillir des nouveaux sur le campus maintenant, là. Puis le fait qu'il y ait eu des mesures récemment avec les ouvertures de frontières en Europe, est-ce que vous pensez que pour 2021, ça serait de bon augure? Il y aura quand même de l'optimisme par rapport aux échanges universitaires? Ce qui est certain, c'est pour la session d'automne, peu importe si le gouvernement fédéral annonçait une réouverture des frontières dans 2 semaines, ce qui, je ne crois pas, va arriver. Mais pour l'automne, ça ne changera absolument rien. Donc, la recommandation reste la même. On n'encourage pas les étudiants à voyager dans ce contexte-ci, surtout si ce n'est pas essentiel. Donc, certains sont arrivés dans les dernières semaines, puis d'autres vont peut-être arriver au cours des prochains mois, mais c'est surtout les étudiants-chercheurs qui doivent être présents sur le campus. Donc, s'ils se qualifient aux exemptions, il y a certaines petites exceptions qui vont se faire. Puis pour l'hiver 2021, bien évidemment, on veut être optimiste. Donc, à voir. C'est un peu ça aussi le défi, puis tant pour les employés de l'ETS que pour les étudiants, c'est que ça va tellement vite, les règles changent tellement souvent. Nous, on est tributaires, pas seulement de ce qui se décide à l'interne, mais aussi de ce qui se décide au niveau des différents gouvernements. Donc, à chaque fois, on se réajuste. Puis après, il y a des réunions de crise, des réunions à l'interne, de dire, bon, ben comment on va communiquer ça, quelle décision que nous, en tant qu'établissement, on va faire. Mais c'est ça. Quand on se compare, on se console. Là, je pense que l'ETS a été quand même assez rapide sur plusieurs sujets. On s'est ajusté assez bien. J'ai confiance que ça va être le cas pour l'hiver aussi. On espère, en tout cas, comme Romy disait, on espère qu'à l'hiver, on puisse rétablir tout type de mobilité qu'on puisse avoir. Et du côté de la mobilité sortante comme mobilité entrante, on continue le processus
on fait les nominations des étudiants, on part dans le processus d'immigration, que ce soit pour partir à l'étranger ou que les étudiants puissent venir ici. Donc, on est vraiment dans une optique où on avance et qu'on puisse avoir la mobilité ouverte pleinement à partir de l'hiver. Ok. Ouais, Si je peux demander pour Romy, vous avez parlé comme quoi que les étudiants étrangers vont pouvoir tout faire à distance, mais par contre, on a reçu environ une semaine ou 2 semaines que les laboratoires, par exemple, vont être présentiels. Donc, est-ce qu'il va y avoir des exceptions pour eux autres, puis pas nécessairement pour ceux qui sont au Canada? Non, là, je parlais, la session 100% à distance est pour les nouveaux, donc tout programme confondu. Même pour les nouveaux admis au bac, ils ont ajusté les horaires pour que ça soit cohérent avec le décalage horaire avec la France. Mais là, on parle des nouveaux admis de l'automne. Pour les étudiants actuels, ben, vous l'avez vu, là, Cheminot a comme repris, a réouvert exceptionnellement cette semaine. Donc, avec une liste de cours à jour qui dit clairement lesquels avec lesquels vont pouvoir se faire 100% en ligne, puis lesquels vont demander une présence sur le campus. Donc, il y a des étudiants, non, Gauthier, je pense que tu es à Montréal, mais il y a quand même plusieurs étudiants français qui sont rentrés dans les dernières semaines. Puis eux, ben, là, ils vont ajuster leur horaire en conséquence pour ne pas prendre de cours présentiels. Mais... OK, fait qu'ils peuvent. Ils voient comme nous autres un peu ceux qui sont en gras sont présentiels, je Exactement. crois, ou vice-versa. Le fameux gras qui est un peu difficile à distinguer dépendamment des Ouais. écrans, mais oui, c'est ça. Je vais rebondir un petit peu sur la petite parenthèse, justement, le fait que Gauthier soit à Montréal. Comment tu as vécu ça, le fait justement d'être loin de ta famille pendant la pandémie, est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue mes cours en ligne, est-ce que tu t'es posé toutes ces questions-là un peu pendant justement le jour où le TS a dit on doit quitter les bancs de l'université? Alors moi, mon cas est un peu particulier parce que j'ai été malin, mais j'ai aussi pas été malin. Alors pour deux raisons. La première, c'est que en février, j'ai vu que mon permis d'études expirait avec le CAQ, donc je me suis dit oulala, c'est le début du Covid, là on va faire les trucs. Donc j'ai fait toutes les démarches pour le 31 août, qui était la date d'expiration. Maintenant, j'ai pas été malin parce que j'ai commencé mes démarches très tôt et notamment pour le permis d'études. Et donc, lorsque j'ai directement reçu ma lettre d'acceptation du Québec, j'ai dû commencer ma demande de permis d'études. Et cette demande-là, en fait, nous fait passer en statut implicite. Donc, ce qui, en fait, rend caduc le permis d'études qu'on a actuellement, donc celui que j'ai là dans mon armoire. Et la demande donc nous permet, en fait, de nous rendre quand même légaux sur le territoire. On a un statut légal, mais c'est lié à la demande. Et une des conditions du statut implicite, en fait, nous dit dans ce cas-là assez clairement qu'il ne faut pas sortir du territoire, sinon le statut implicite, il est perdu. Le statut implicite, lui, c'est une condition utile et nécessaire pour étudier, c'est-à-dire que si je perds mon statut implicite, je perds mon statut légal, je suis un voyageur et plus un étudiant, et donc je ne peux pas étudier à l'ETS. Donc moi, j'avais prévu de partir en France. Je me suis dit, c'est bon, il y a le Covid, tous les cours sont passés maintenant en virtuel, donc c'est possible que j'étudie depuis la France, donc je vais me prendre un billet d'avion en juillet et puis rentrer en août avant le début des cours. Maintenant, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'immigration et donc la validation et la réception de mon permis d'études est maintenant faite pour fin septembre, début octobre. Donc, si je partais en France, je perdais mon statut implicite. Ensuite, je serais rendu au retour du Québec. Je pourrais pas étudier à l'ETS. Donc, j'ai décidé un peu avec pas de remords parce que c'est mon erreur, mais justement de rester au Canada. Mais voilà, si je peux donner un conseil aux étudiants qui n'ont pas encore fait leur demande, quand vous faites votre demande, lisez bien entre les lignes et parfois même derrière la page,
pour voir toutes les options qui s'offrent à vous. Parce que, mettons, si j'avais choisi une autre stratégie qui aurait été de faire ma demande fin août, par exemple, juste après être rentré sur le territoire canadien, j'aurais pu voyager sans problème en France avec mon statut donc légal, permis d'études, permis de travail, et faire ma demande ensuite. Et là, j'aurais eu le statut implicite à l'école. Bon, après, je pense que Romy doit savoir peut-être un peu mieux que moi. Je la vois un peu sourire, donc je dis, elle doit avoir plus de subtilité là-dessus, mais c'est ce que j'en ai compris. On a eu un appel en plus début juin, justement, pour discuter un peu de toutes les modalités vis-à-vis de ce voyage. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention. Il y a beaucoup de chevauchements avec des dates très importantes, surtout lorsque vous atteignez la fin de vos études. Donc, faut vraiment pas hésiter, même à aller 2-3 fois aux séances d'information que font justement les groupes à l'ETS pour les étudiants internationaux, parce qu'on n'en a jamais assez. Et à chaque fois, on découvre de nouvelles subtilités qui peuvent vraiment jouer un rôle crucial, ne serait-ce que d'un point de vue non seulement au niveau de vous, votre anxiété, tout le reste, mais puis surtout financier, parce qu'une demande, c'est 200 $. Et ça peut taper dans les économies, comme on dit, si on commence à en faire 2, 3 sur 4 ans, quoi. Justement, en termes d'économie, on a vu circuler des choses récemment avec des étudiants internationaux qui se plaignaient un peu au niveau des aides qui ont été proposées aux étudiants locaux, on va dire, ou canadiens, québécois. Euh, Est-ce que, Romy, tu auras des points à apporter là-dessus sur le fait que est-ce qu'il y a des aides qui existent pour les étudiants internationaux ou des programmes sur lesquels ils peuvent appliquer ou dans une situation comme laquelle on vit? C'est sûr que la PCUE pour les étudiants, donc une des mesures du gouvernement fédéral, les étudiants internationaux ne sont pas éligibles. La PCU normale, donc la prestation canadienne d'urgence, les étudiants internationaux sont éligibles, mais à condition qu'ils aient gagné donc 5 000 $ en 2019. Donc, il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui ont pu se qualifier, mais pas les nouveaux. Donc, tous ceux qui sont arrivés en cours de 2020 ou qui n'ont pas travaillé au Canada depuis leur arrivée, ben, eux ne sont pas éligibles à aucune aide gouvernementale. Donc, évidemment, ça crée des situations assez dramatiques. L'ETS, donc au niveau des services aux étudiants, ils ont mis sur place le fonds d'urgence qui, évidemment, ne peut pas se substituer au gouvernement. Donc, on n'a pas les mêmes ressources, mais on a quand même distribué, j'avais le chiffre exact tantôt, quoique il n'est peut-être pas totalement à jour, mais c'est 483 étudiants avec 275 000 $ de distribués. Donc, ça fait à peu près une moyenne de 1 200 $ par étudiant. Donc, évidemment, on ne survit pas pendant plusieurs mois avec ça, mais l'idée, c'était vraiment une aide d'urgence pour les étudiants qui ne se qualifient pas aux autres programmes, qui auraient perdu leur travail, qui auraient perdu leur stage. Par contre, c'est un peu sensible parce que, Gauthier le sait aussi, mais quand on fait ces demandes de papier d'immigration au gouvernement du Canada, il faut, dans les requis, il faut justifier qu'on a les moyens financiers d'étudier au Canada. Donc, un étudiant étranger, donc non français, à la maîtrise, doit être capable de prouver qu'il a à peu près 30 000 $ canadiens pour sa première année. Donc, ça, c'est sur papier. Après, on découvre rapidement qu'en pratique, quand même rare les étudiants internationaux qui arrivent avec 30, 40, 50 000 $ canadiens. Ils se fient souvent sur le fait qu'ils vont pouvoir travailler hors campus ou sur le campus ou les stages, etc. Et là, toutes ces possibilités-là, ils ont été restreintes. Donc, là, le fonds d'urgence, il est encore ouvert. Il risque peut-être qu'il va y avoir un deuxième appel d'offres. Je ne sais pas exactement comment, sous quelle forme qu'il va prendre, mais pour aider encore une fois ces étudiants-là qui, malgré tous ces mois, malgré toutes les autres aides gouvernementales ou communautaires, n'ont pas réussi à trouver les sous nécessaires. Mais on est très, très, très conscient que c'est ça. La pandémie et le confinement a été difficile pour tout le monde. Elle l'est probablement encore plus pour les étudiants internationaux qui sont loin de leur famille, qui ont moins de sources de revenus.
Puis après, ça dépend aussi des nationalités. Il y a beaucoup d'étudiants dont leur famille, comme tous les services ont été interrompus, ils sont plus capables de recevoir de l'aide de leur famille parce que les banques ont fermé, parce que les systèmes d'envoi ont shut down. Donc, c'est vraiment très, très, très complexe. Ouais, C'est ça. Si je peux rebondir sur 2 points. Alors le premier, ce serait en effet, oui, le gouvernement veut que les étudiants arrivent avec les fonds nécessaires sur les territoires, mais c'est vrai que souvent les lettres des banques faites par les banques françaises ou alors même internationales voilà, elles précisent, et puis c'est un peu sur la confiance et l'honneur, que les familles peuvent subvenir aux besoins de l'étudiant. Malheureusement, la situation actuelle fait que certaines familles, par exemple, perdent leur emploi, et donc logiquement, même malgré la bonne volonté des étudiants et puis leur honnêteté, lorsqu'ils sont rentrés sur le territoire canadien, ils se retrouvent face à de nouvelles inconnues. Et puis la deuxième, ce serait plutôt vis-à-vis du PCU. Moi, en fait, quand j'ai lu les conditions du PCU, je n'ai pas appliqué. Alors pourquoi? Parce que ils attestent dessus qu'il faut vraiment que la perte de l'emploi soit due au Covid. Parce que moi, là, je suis là depuis 3 ans, donc logiquement, j'ai fait suffisamment de revenus l'année précédente, mais c'est vrai que quand on lisait les trucs, on me disait, ça montrait bien, oui, alors attention, il faut que votre emploi ce soit écrit que vous ayez perdu votre emploi sur les raisons pour lesquelles vous avez perdu votre emploi, c'est le Covid. Mais c'est vrai que j'avais essayé lorsque j'avais eu mon stage, parce que mon stage a été annulé à cause du Covid, d'être quand même engagé, admettons, et puis de leur dire, maintenant, comme vous me virez à cause du Covid, vous m'engagez pour 2 jours, puis vous me virez à cause du Covid, comme ça je bénéficie du PCU. Mais ça n'a pas marché, donc tant pis. C'est vrai que en y réfléchissant un peu, moi le problème que je rencontre, puis c'est plus au niveau des stages et du service des stages, souvent c'est lorsqu'on part en stage, on voit souvent des aides, par exemple pour partir en région, qui sont administrées donc aux étudiants québécois. Puis nous, les étudiants internationaux, on se dit ouais, mais on part aussi en région aider les personnes là-bas qui manquent de personnel et de ressources. Et c'est vrai que j'étais un peu face à une certaine incompréhension lorsque je voyais qu'il y avait des aides parfois de 850 $ par mois. Nous, on est un peu dans une zone un peu, on va dire, grise, où la France ne nous donne pas d'aide parce qu'on est étudiant étranger. On peut en bénéficier si on fait un DUETI, si on arrive par exemple d'un IUT. Mais le Canada ne nous donne pas non plus d'aide parce qu'on est aussi étudiant étranger. Maintenant, je pense que pour beaucoup d'étudiants et de personnes étrangères, la raison pour laquelle ils viennent au Canada, et très souvent ils restent sur le territoire ensuite, elle est intrinsèquement liée à si les études se passent bien, s'il voit qu'il est capable justement de subvenir à ses besoins sur le territoire. Puis c'est sûr que s'il voit qu'il n'est pas capable de subvenir à ses besoins financiers, il ne va pas rester au Canada, l'étudiant, parce qu'il va se dire, c'est pas possible, c'est un beau pays, mais c'est trop compliqué, il y a trop de friction avec les demandes, donc logiquement, je vais rentrer dans mon pays où ce sera plus facile, et puis je vais revoir ma famille, il y a tous ces liens aussi sentimentaux qui jouent, donc c'est vrai que c'est important voilà, de donner un petit coup de pouce aux étudiants étrangers, peut-être par le biais, par exemple en élargissant les aides pour les stages, ou alors en justement les accompagnant, comme ce que fait Romy ou Amélie lorsque les étudiants sont à l'étranger, parce que c'est des choses qu'on vit tous, et puis que même les Québécois vont vivre lorsqu'ils vont partir en Europe ou ailleurs pour faire leurs études, comme Simon ou Billy. Par rapport à justement à ce qu'on a vu dans la presse ces derniers mois, justement, qui parlait des étudiants internationaux, est-ce que toi tu t'es senti un peu mis de côté, ou est-ce que tu t'es senti lésé un peu par rapport à la situation? J'ai pas vraiment de commentaires à faire sur ce que fait le gouvernement actuellement vis-à-vis de l'immigration. Je pense que si vous voulez vous faire votre propre avis, lisez la presse, lisez les articles qui abordent les sujets avec plusieurs angles d'attaque, positifs comme négatifs. Mais je pense que
si j'avais un conseil à donner au gouvernement, ce serait d'être plus à l'écoute des personnes qui sont concernées et aussi des spécialistes. Mais je pense que ça relève plus de mes, comment dire, de mes opinions politiques en général. Ouais, cependant, faut clairement comprendre que le système d'études aujourd'hui, il n'est pas du tout, comment dire, il n'est pas facile à simplifier. Et quand on commence à faire des listes qui concernent certains groupes de personnes ou certaines universités pour définir si oui ou non ils sont sujets à, par exemple, au PEQ, qui est un programme qui permet d'obtenir donc la résidence plus rapidement. C'est vrai qu'il va y avoir des personnes qui vont être lésées et des personnes qui vont en bénéficier. Et moi, je pense que ça va créer une fracture dont personne n'en a besoin, ne serait-ce au niveau au long terme. Je me demande comment c'est possible de prévoir ce dont l'économie a besoin euh, pour les prochaines années en désignant des personnes. Puis je me mets aussi à la place des personnes parce que moi j'ai de la chance. Je fais des études d'ingénieur. C'est pas aujourd'hui, ni demain, ni dans le passé que les ingénieurs on va plus en avoir besoin, quoi. Donc ça va. Mais alors les personnes qui sont actuellement au Québec, qui sont arrivés il y a 3 ans, qui ont fait des estimations financières sur 4 ans pour savoir s'ils étaient capables de subvenir à leurs besoins, qui ont pris leur temps pour s'intégrer, qui ont essayé vraiment d'adopter la culture, d'apprendre le français ou des choses comme ça, puis qui se rendent compte que ça va être beaucoup plus difficile pour eux de rester au Québec. Je me dis, ça a dû être un énorme choc pour eux. Et je pense que c'est difficile et ils doivent le vivre vraiment mal parce que voilà, on les écoute pas en fait. Et on l'a vu, hein, ils sont sortis dans la rue et tout, ils ont fait des manifestations. Quand quelqu'un fait une manifestation, c'est vraiment qu'il veut crier haut et fort qu'il n'est pas entendu. Donc voilà. Comme peut-être sur une note quand même où moi je me réjouis et où moi je vois du positif, c'est que ça fait quand même quelques années que je travaille dans le milieu. Et la mobilisation des étudiants internationaux en tant que groupe, elle est quand même récente, puis elle a porté fruit dans les derniers mois. C'est incroyable que les étudiants internationaux ont réussi à faire reculer le gouvernement 2 fois, pas une, 2, parce qu'ils ont des collectifs, parce qu'ils ont des groupes Facebook, ils ont organisé des manifestations, des pétitions, les assos étudiantes aussi les ont soutenus, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. Donc, en ce sens-là, je trouve ça beau que, justement, que le mouvement soit un peu plus organisé. C'est vrai que les étudiants internationaux doivent bagarrer un peu plus fort. Donc, toujours rappeler, hey, mais on est là, nous aussi. Hey, mais ce programme-là, pourquoi nous, on n'y a pas le droit? Mais je pense qu'on est bien partis. Nous, à l'interne, que ce soit avec Amélie ou avec mon autre collègue aux étudiants internationaux, ben, c'est ça notre travail aussi. C'est à chaque décision de l'ETS ou de notre service, c'est de dire, mais by the way, as-tu pensé aussi aux étudiants internationaux? C'est comme une forme de ADS, donc, mais là, au lieu que ce soit sur le genre, c'est sur le statut de l'étudiant. Là, mais je trouve qu'on va arriver à quelque chose. Là, plus ça avance, plus ça va. On approche tranquillement, là, il nous reste un petit 10 minutes. Par rapport à vos situations respectives là, que vous avez partagées, est-ce qu'il y a ce serait quoi un peu votre satisfaction, vos attentes par rapport justement au Brésil pour les échanges à l'étranger qu'on espère qu'ils vont avoir lieu l'année prochaine? Ou Gauthier, à quoi tu t'attendrais de la part, je sais pas, de l'ETS pour qu'il y ait des petites mesures comme ça prises, des signes positifs pour les étudiants internationaux? Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit un petit peu pour aller de l'avant un petit peu avec tout ça? C'est ça. Pour ma part, vraiment, tout le cheminement avec le Brésil, de A à Z, je trouve, même si là, présentement, on n'a pas d'échange, mais c'est vraiment bien déroulé, on est vraiment bien supporté. Si on a des questions, n'importe quoi, c'est assez rapide qu'on se fait répondre par n'importe qui du Brésil. Puis c'est sûr, j'imagine que ça se prépare ou que quelque chose du genre va voir le jour, mais peut-être vers le début de la session prochaine ou quelque chose du genre, peut-être
un petit update sur la situation internationale puis sur à quoi on peut s'attendre pour l'année 2020-2021 du Brexit, si il y a des destinations qui vont peut-être être plus accessibles, peut-être moins accessibles. Puis aussi, j'imagine que le fait justement qu'il y a plusieurs étudiants qui veulent partir à l'étranger ont remis leur séjour, j'imagine que ça va peut-être créer une espèce de backlog d'étudiants qui veulent partir en échange. Puis je sais juste pas comment ça va être géré un peu toute cette quantité de personnes-là qui veulent partir en échange. Là. Si je peux seconder Billy pour ce côté Brécy, les communications depuis les dernières années, ça a été merveilleux. Là. Il y a vraiment un bon lien. Je sais pas si. En tout cas, il y a une belle ambiance avec le Brécy. Par contre, je ne sais pas si c'est juste moi, mais je trouve que les communications au point de vue du département, pour nous, c'est le département mécanique, est un peu manquant. Je ne sais pas si c'est le nombre de personnes. Je sais que le département du génie mécanique a beaucoup d'étudiants, tandis que peut-être que le Brécy, je sais qu'environ d'habitude, je pense que c'est 70 étudiants qui partent à l'étranger, plus d'autres choses aussi, là, par année. Ça dépend, c'est plus que ça, c'est plutôt par session, je dirais. Parce ça englobe quand même plusieurs choses. Mais le compte est à peu près bon pour les séjours d'études. Versus, génie mécanique, c'est peut-être, on parle de quelques mille, je me souviens plus des derniers chiffres, je pense qu'on était peut-être proche de 5000, quoi que ce soit. Anyway, ben oui, je trouve qu'il y a un manque de communication à ce niveau-là. Des fois, d'oublier que oui, on est étudiant, mais on est aussi un client, on est aussi des adultes, on peut se faire expliquer des choses. Fait que ça, je suis un petit peu déçu. C'est pas mauvais, mais c'est juste qu'il y a certainement une petite amélioration qui pourrait être faite de ce point de vue-là. Qu'est-ce que tu pourrais, admettons, proposer qui pourrait simplifier un peu Parce qu'en fait, là c'est un peu la coordination en fait, entre le Brésil et le département qui poserait un petit peu de difficulté. Qu'est-ce que tu verrais qui pourrait être amélioré à ce niveau-là éventuellement? Peut-être un petit peu plus je sais que pendant le COVID, par exemple, l'association étudiante a envoyé des sondages, des choses comme ça. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait aussi au niveau côté du département, pour faire des sondages sur comment que les étudiants perçoivent le département. Peut-être même des regroupements. Ça se fait souvent côté l'ETS quand il voulait faire des espaces verts, avoir un petit regroupement, une journée, pendant peut-être 1 heure, 2 heures, du café, des biscuits. On parle comment les interactions vont, et puis c'est tout. Ça pourrait être quelque chose comme ça, voir un peu comment. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont perçus peut-être différemment du point de vue des étudiants, ou oui, des fois, il faut oublier un peu, on peut pas tout prendre des commentaires, mais on peut en regrouper quelques-uns puis essayer de faire ça. Je pense que ça pourrait être une idée. Là. Ça permettrait peut-être aussi d'interagir aussi avec les gens des départements. Ça pourrait leur permettre aussi de connaître leurs enjeux, puis le quotidien auquel ils font face aussi, pour qu'on comprenne peut-être mieux des fois pourquoi ça se peut que des fois il y ait des petites subtilités au niveau communication. C'est sûr que ça peut être intéressant. Peut-être qu'on peut demander à Amélie c'est quoi leur secret au Brésil pour que ça aille bien, là, les communications. Je ne sais pas s'il y a un secret en particulier. Je ne sais pas si je vais être capable de répondre à cette question, mais je peux répondre à la question de Billy qui était à savoir, c'était peut-être pas une question, mais plutôt un commentaire, à savoir comment est-ce qu'on va amener la chose pour la suite pour pouvoir donner des informations sur les mois à venir ou les semestres à venir. Chose est certaine, c'est qu'on est parti dans l'optique où on va faire la session de pré-départ, qui est habituellement faite au mois d'août. Là, on va plutôt la faire vers la mi-septembre, fin septembre.
Et donc, on espère en tout cas avoir plus d'éléments à vous apporter lors de cette session pré-départ-là. On va faire, comme on disait, comme si tout le monde pouvait partir. Et la réalité est que lorsque les étudiants vont commencer à recevoir les retours des universités partenaires, ce qui se fait octobre, novembre, c'est vraiment à ce moment-là où on va pouvoir avoir quelque chose de concret à amener. Mais on espère quand même qu'on va avoir plus d'informations auprès du gouvernement vis-à-vis à la politique de l'ETS pour la suite des choses. Et c'est sûr que de toute manière, les étudiants vont être mis au courant au fur et à mesure qu'il y a des éléments qui sortent. Et comme Romy disait un petit peu plus tôt, ça change tellement rapidement qu'on essaie, nous aussi, d'avancer aussi rapidement que ça change parce que sinon, on va se retrouver à être pris, à pas être capable en mesure de répondre à toutes les demandes. Et pour ce qui est du backlog d'étudiants dont Bill parlait, aujourd'hui, on a plus d'universités partenaires qui acceptent et plus de places que d'étudiants qui partent. Donc, ce n'est pas un problème, en fait. Quand on a contacté les étudiants cet été pour les gens qui partent à l'automne en disant ça va être reporté ou annulé, on avait déjà vérifié s'il allait avoir assez de place, si on avait autant d'étudiants qui voulaient partir à la session d'hiver pour qu'on puisse avoir vraiment aucune problématique à ce niveau-là. Et on a même des universités qui ont dit qu'elles allaient augmenter le seuil d'acceptation d'étudiants étrangers pour aider à prévenir ce type de problématique. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème, en tout cas, qui est survenu jusqu'à présent. Et tout ce qui est séances d'information qui se font habituellement justement au mois de septembre, octobre, vous allez les faire, j'imagine, en ligne? C'est en discussion. On est en train de voir est-ce qu'on peut faire quelque chose plutôt hybride où on a une partie de séance qui est faite en personne, une partie qui est faite en webinaire, peut-être une partie en individuel. On a discuté parce qu'habituellement, les séances pré-départ se font aussi avec l'équipe de Romy, se fait avec l'équipe des stages, se fait avec plusieurs personnes. Donc, à voir est-ce que on fait une grande présentation via Zoom ou via peu importe et qu'on fait des regroupements séparés après. Bon, il y a plein d'idées, mais on essaie d'attendre au fur et à mesure que les choses évoluent pour voir, parce que c'est sûr que le présentiel, c'est toujours bien aussi, mais on sait que pas tout le monde ne pourra être en présentiel, donc il faut forcément qu'on ait quelque chose qui soit de l'ordre du virtuel aussi de disponible. Romy, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Peut-être pas sur les pré-départs, mais juste pour la rentrée. Mais je pense que Paul, il va avoir une nouvelle émission juste pour l'accueil et la rentrée universitaire. Mais en gros, ça va être ça aussi. Donc, formule hybride avec très peu de gens sur le campus, mais quand même certains. Et sinon, en mode webinaire. Puis bon, nous, plus généralement, au niveau des services aux étudiants, toutes nos activités ont été transposées en ligne. Donc, nos rencontres individuelles, tous nos ateliers, même le soutien psychologique. Donc, tout se continue juste un peu de façon différente. Peut-être un peu moins chaleureuse, mais on essaie de pallier, on fait du mieux qu'on peut. On va peut-être conclure avec Gauthier sur tes attentes ou comment tu verrais un petit peu des évolutions pour la session à venir pour les étudiants qui sont un peu dans ta situation. Moi, je dirais qu'une de mes principales attentes serait sur la communication. C'est plus vis-à-vis de ce que j'ai justement rencontré tout au long de ma scolarité et ça n'a rien à voir avec le SAE ou alors le Brexit. Mais en fait, je vais dire le Brexit. Mais en fait, c'est moi, par exemple, j'ai vu, pour mon cas, mes frais augmenter, par exemple, je pense 3 fois. J'ai quand même fait attention pendant toutes mes études à bien lire mes factures et puis à calculer le coût de mes crédits en tant qu'étudiant étranger. Et c'est vrai que je l'ai fait en fait à la fin de mes études quand j'ai vu que les crédits ont augmenté pour les stages parce que bon, j'avais pas été informé et d'un point de vue des communications de l'ETS que ce que j'allais payer en stage allait doubler.
Et donc, je n'ai pas compris. Donc, je suis passé après dans toutes mes factures et j'ai remarqué en fait que les frais ont augmenté 3 fois sans que j'en ai été informé. J'aimerais bien en fait, plus par question de serait-ce même que lorsqu'on paie quelque chose, s'il y a une augmentation de tarif, on est censé en être informé. Voilà, j'aurais bien aimé, vis-à-vis de l'ETS, qu'elle nous en informe et qu'elle ait peut-être plus d'intention de renouer le dialogue un peu avec les élèves de l'ETS, parce que c'est vrai que nous, la direction, ou alors les personnes qui sont vraiment dans l'exécutif de l'ETS, on les voit dans les couloirs parfois, mais on aimerait bien discuter avec eux de manière un peu plus, en anglais on dirait loose, je dirais décontractée. Et puis voilà. Et au niveau de ce que j'attends plus pour la session qui va arriver, c'est vrai que j'attends, j'en ai déjà parlé, mais je vais mettre un peu le point sur le i. J'attends un peu une homogénéisation des consignes, ne serait-ce que vis-à-vis pas des consignes d'examen finaux, parce que ça, j'ai aucun problème avec ça et elles ont été claires, mais plus des consignes des cours. Comment les profs comptent s'organiser pour que les élèves ne soient pas dans des situations où ils pourraient se confondre un cours avec un autre, ou alors recevoir des vidéos à 23h, des choses comme ça, parce que moi, je trouve ça anormal, en fait, qu'on ait ce genre de situation-là. Je comprends la situation pour les professeurs, ça ne doit pas être aussi facile pour eux, ils font beaucoup d'efforts, ils achètent des casques audio, des caméras vidéo, et puis ils sont vraiment aidés aussi par l'administration, mais je pense que maintenant qu'on a réussi à mettre le moteur en marche, il faut le régler pour pouvoir justement qu'on ait quelque chose qui tourne de manière un peu plus homogène. Justement, ça fera l'objet d'une prochaine émission de parler des cours en ligne. Donc ça tombe bien, ça sera intéressant de suivre aussi tout ce qui se dit par rapport à ça un peu plus en détail. Je voulais vous remercier beaucoup pour votre participation à tous les 5. Et puis j'espère que ça permettra de répondre à pas mal de questions aussi pour les étudiants au passage. Et puis voilà, de voir un petit échange un peu plus humain dans cette situation de pandémie, puis de session en ligne qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais merci à toi pour l'organisation. C'est vraiment une superbe beaucoup. Initiative, vraiment. Paul. On vous invite à suivre l'émission pour les prochaines capsules qui normalement devraient sortir au compte-gouttes, et puis on espère que ça va bien fonctionner. Donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Pour la deuxième émission de Parole aux étudiants, nous aborderons la thématique des cours à distance en ligne de la session d'été 2020. Pour cela, nous allons accueillir 3 étudiants qui vont être invités à interagir vraiment sur le ressenti qu'ils ont eu par rapport à cette session qui est quand même exceptionnelle dans le contexte particulier que l'on connaît. Nous aurons également 2 invités spéciaux qui vont apporter des points vraiment très pertinents dans cet échange. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous vendre tout le punch. Suivez bien les différentes publications qu'il y aura sur la page de l'association étudiante et également des publications qui auront lieu dans l'interface dans les prochaines semaines. Merci beaucoup de suivre cette émission et à très bientôt.